Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue pour ce Juste Bistrot, que je ne dise pas de conneries, le 218e du nom. Nous sommes le 10 octobre 2023. Les amis, j'espère que ça va, que vous êtes en forme malgré une actualité plus lourde que jamais. Enfin, on ne sait plus. Voilà, le chaos succède au chaos, qui succède au scandale, qui succède à n'importe quoi. On bricole, on est ensemble, on est quand même là. C'est important pour garder la banane, pour papoter les amis. On va bien sûr parler de la situation
en Israël et en Palestine dans le plus pur style de juste milieu, vous vous en doutez. On va pas être là pour régler les comptes, pour dire la vérité. Ça, c'est pas le genre de la maison. Si vous voulez la vérité, vous regardez BFM TV. Puis si vous voulez réfléchir, douter et accepter la cruauté et l'incertitude du monde, eh ben, c'est juste milieu. C'est juste milieu. Là, on peut faire quelque chose pour vous. On va parler aussi de rugby. On va parler aussi de rugby, évidemment. La France, hein, la France qualifiée pour les quarts de finale, on va parler de ça un petit peu. Et puis voilà, mais le gros sujet, vous vous en doutez, aujourd'hui, on va essayer de traiter, hein, traiter ce drame, traiter ce début de guerre. Voilà, on va faire ce qu'on peut, on va rigoler. Hein. Les meilleures vannes, ce sera peut-être pas aujourd'hui. Ça, je vais pas vous mentir, mais bon, faut essayer. Hein, je veux dire, faut tenter un truc. Merci à Marcel The Rock. Qui vient de sub, deuxième mois. Merci à Engrim Van Hortman, 20e mois. Ça, c'est magnifique. Et qui nous dit et voilà, on continue dans la joie et la bonne humeur. Vive le saucisson, la bière et le rugby. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. D'autant que ce week-end, j'étais au Grand Buffet de Narbonne. Voilà, on va quand même essayer avec des choses, essayer de commencer avec des choses qui donnent la banane, hein, to give the banana. Et c'est vrai que je me suis éclaté la panse. Voilà, par contre, on va partir sur un projet de réduction des stocks. Là. Ah ouais, là j'ai fait péter le bide. Là, jusqu'à la fin de l'année, on maîtrise. On maîtrise la conso parce que c'est vrai que. Alors, il y a eu de la volonté. Il y a eu de la volonté, je vais pas vous mentir. Les grands buffets de Narbonne, vous savez, endroit formidable. Franchement. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Non, mais il n'y a pas à dire. Hein. C'est bon, c'est gourmand, c'est magnifique. C'est le puits du fou du bon manger. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le puits du fou du bon manger. Et franchement, on s'est encore régalé. Hein. Franchement, là. J'étais bien entouré avec les copains et tout. Non, c'était chouette. Hein. C'était chouette. Hein, je vous le dis, moi. Ouais, non, non, franchement. Et là, bon, après, ça va déménager. Hein. J'ai appris que ça va déménager. Ils vont aller à Carcassonne maintenant. Ils vont aller à Carcassonne. Il faudra aller se péter le bide, mais à Carcassonne désormais. À Carca, comme on dit en coin, à Carca. Non, non, c'était grandiose. Hein. C'était grandiose, je ne vais pas vous mentir, les amis. Beaucoup de plaisir, voilà, pour les grands buffets de Narbonne. Une fois de plus, hein, je crois que. Mais bon, sur les pronos sportifs, je vais arrêter en fait. J'avais dit, bon, l'Italie peut faire quelque chose contre nous. En vérité, tant mieux. Là, j'ai trouvé un nouveau pronostic. Là, j'ai une nouvelle idée. Je pense qu'on va se faire éliminer à chaque match, qu'on va perdre la finale et qu'on sera champion du monde. Voilà. Juste au milieu. Voilà, tu vois, je bricole, je bricole. On essaie un truc, mais voilà, un joli week-end, je reviens en forme. Alors voilà, en forme, va parler de l'actualité et ce qui se passe. Voilà. Et puis va parler de l'actualité avec la daube que je suis en train de terminer. Bon, j'ai bientôt fini là, je suis à la fin là, regarde. Tac, il reste ça là. Ouais, le journal d'Agnès Buzyn, ça y est, je vais pouvoir commencer à bosser sur le script. Je vous réserve de jolies choses, hein, parce que sincèrement, c'est n'importe quoi. C'est globalement n'importe quoi. On va pas se mentir, c'est globalement n'importe quoi. Mais même bon, je ne le dirai pas dans la vidéo définitive. Je peux le dire avec vous parce que voilà, mais euh, je me suis demandé par moment si c'était pas le journal de quelqu'un qui avait perdu la tête. Parce que il y a des contradictions, mais qui sont énormissimes. Par exemple, sur la chloroquine, sur des choses comme ça, mais c'est sidérant. Elle est en croisade personnelle contre le professeur Raoul. Enfin, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Euh, mais la vidéo, je sens que la vidéo va vous plaire. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est vraiment tout le but du jeu. Ça arrive, je pense, ce sera semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup d'interviews qui arrivent sur Juste Milieu. Là, on est plein badin. Hein. Je vous le dis, on est plein badin jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a plus de vacances prévues. Les seules fois où je dois bouger, ce sera peut-être pour aller à Paris, faire des tournages, des choses comme ça. J'y tiens pas trop parce que je déteste la ville de Paris. Mais voilà, là, après, là, on est plein badin jusqu'à la fin de l'année. C'est du Juste Bistrot tous les soirs. C'est du plaisir. C'est du plaisir tout le temps. Donc, on va y aller plein gaz, les amis. C'est ça qui est chouette. Voilà, et j'espère compter sur vous et sur votre fidélité sobre vos fidelidad. Voilà, c'est le plus important. Un petit peu d'espagnol. On embrasse nos amis portugais qui ont fait un exploit. Je reviens sur le rugby. Je balaye un petit peu rapidos, les amis, parce qu'après, on va parler, vous vous en doutez, de la situation en Israël et en Palestine.
On revient un petit peu de partout avant. On embrasse nos amis portugais qui ont fait un résultat incroyable, hein, qui ont battu les Fidji 24-23. Match exceptionnel, hein, d'une bien belle équipe portugaise entraînée par le Français Patrice Lagisquet, ancien entraîneur de l'USAP Perpignan, qui a pris la tête de la sélection portugaise, qui a fait vraiment du très gros boulot. Et avec une belle génération, avec des gars qui sont allés chercher un peu à droite à gauche, qui ont représenté le Portugal, qui ont gagné, enfin à droite à gauche, au sens où voilà, qui ont un lien avec le Portugal, mais qui jouaient pas forcément dans des grands clubs ou quoi. Ils ont réussi à faire vraiment une belle équipe et ça a gagné contre les Fidji. Même si je maintiens mon prono sportif avec toute la crédibilité que j'ai à ce sujet, je maintiens que les Fidji iront en demi-finale. Je pense que les Fidji vont rouler sur les Anglais. Maintenant, hein, vu comme je suis bon jusqu'à présent, je ne crois plus grand-chose. Mais voilà. Mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Merci à mon Karim qui vient de faire un don de 6 euros. Merci beaucoup, mon Karim, qui dit à quand une vidéo sur la boîte noire? C'est toutes les semaines, mon Karim. Voilà. Le rythme, c'est automatique. En fait, on a automatisé tout ça. C'est quasiment les États-Unis. C'est les États-Unis. C'est-à-dire que si tu prends ton abonnement le mardi à midi, tu reçois une vidéo chaque semaine, donc tous les mardis à midi. Si c'est jeudi, l'abonnement 17h34, tu reçois les nouvelles vidéos le jeudi à 17h34. Donc c'est automatique, voilà. C'est vraiment automatique. Ça arrive dans la boîte mail, vous avez un petit mail qui vous dit, voilà, ça c'est disponible, ça c'est disponible. Il y a du musclé qui arrive. Il y a du musclé qui arrive, donc ça va être chouettos comme tout. Chouettados como todo. Voilà. Voilà un petit peu les amis. Heu, Sinon on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? On a quoi d'autre que je veux dire? Oui, les Italiens, on va quand même parler un petit peu de ce France-Italie avant d'aller dans le dur du sujet. Le France-Italie, alors oui, OK, on a battu les Italiens, on les a éclatés, j'avais dit que peut-être ils allaient faire quelque chose. Ça va, c'est ma manière de me rassurer. Voilà, c'est ma manière de me rassurer. Mais là où je suis très content et assez rassuré quand même, c'est que la France a proposé du beau jeu. On a revu, hein, les fameuses attaques en bridge, vous savez, avec une sorte de quand on a le ballon sur des phases de ruck dans les 22 adverses, quand on a nos attaquants qui se mettent quasiment à la queue leu-leu, en fait, enfin dans la diagonale comme ça du ruck et qui vont jouer au pré avec cette file de joueurs qui permet très vite de déborder la défense adverse. On le voyait l'année dernière et on l'avait pas vu là pendant un an. Et on voit des Français qui sont capables de s'ajuster, de se remettre dans le cours du jeu, de ressortir des anciens schémas, on va dire, pour déborder l'adversaire. Donc ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Je prends une question d'Avalon Warrior 00, et je reviens rapidement sur le rugby après, qui dit: question sur la boîte noire, les vidéos restent dispo combien de temps si on n'a pas le temps de l'avoir dans la semaine? Pas de problème. Tant que vous avez votre accès, que vous recevez automatiquement par mail, votre accès à la plateforme privée, c'est disponible quand vous voulez. C'est-à-dire que la vidéo qui sort le lundi à 9h, par exemple, vous la regardez quand vous voulez. Si vous voulez la regarder 7 ans après, en vous disant, tiens, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était brillant à l'époque, bah, vous pouvez regarder. C'est automatique. Non, non, on a bien bossé. C'est automatique, pas d'inquiétude, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu les copains. Et donc voilà, j'ai été vraiment rassuré par la France parce qu'elle a proposé par rapport à tout ça. Bon, maintenant, le problème, c'est que là, iceberg en vue, hein. Là, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, et ça, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, c'est fort. C'est fort. L'Afrique du Sud, on va manger. On va manger chaud, mais bon, avec plaisir et délicatesse, hein. Ça, c'est le plus important, hein. Ouais, ça va être musclé ce match contre l'Afrique du Sud. Ça va être un duel physique énorme, on le sait déjà, hein, on le sait déjà. Mais je pense que on va répondre présent si on arrive à miser sur nos gros porteurs, sur nos costauds. Je pense par exemple à Jonathan Danty en centre. On peut faire la différence à ce niveau-là. Malheureusement, hein, j'ai lu ce matin dans l'équipe, je crois que c'est validé. On ne retrouvera pas Julien Marchand d'ici le quart contre l'Afrique du Sud, malheureusement. Mais bon, on a récupéré comme tout le monde. Théoriquement, on récupère Antoine Dupont.
Même si, voilà, on l'a dit, hein, ça va pas non plus être Jésus-Christ, hein, il pourra pas tout faire tout seul. Donc, on va avoir besoin d'un match énorme parce que de toute façon, la route vers la victoire, the road to the victory, là, elle est pavée de très mauvaises intentions, hein. Parce que là, tu te prends sur le museau l'Afrique du Sud. Derrière, tu prends l'Angleterre ou les Fidji. Et les Anglais, il n'est pas impossible qu'ils aient la bonne idée de se sortir les doigts du fiac parce que c'était des pompes à vélo jusqu'à présent. Et là, ils font quand même une Coupe du Monde qui est quand même pas mal, assez solide. Alors, ils avaient un groupe en bois, certes, mais le match contre les Fidji va être très intéressant aussi. On a un Pays de Galles, Argentine, qui paye pas de mine. Parce que l'Argentine a été un peu en dessous. Les Gallois, alors pareil, immense pompe à chaleur au dernier tournoi Destination. Et ils ont décidé de faire des bons matchs. J'y crois moyennas. Mais on va voir. Et puis après, voilà, Irlande, All Black, samedi soir, là. Je vais être un peu cru, mais je bande. Non, mais je vous le dis parce que ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire comme match. Donc on a hâte, franchement. On va se régaler. Un week-end de rugby extraordinaire. Euh, ça va être c'est du samedi, c'est du dimanche. Alors, mauvaise idée le dimanche, hein. Franchement, le match France-Afrique du Sud dimanche à 21h, je préviens tout le monde autour de moi que lundi matin, hein, voilà, hein. C'est pas là que va falloir me coller une réunion. Je vous le dis tout de suite, hein. Ceux qui ont prévu de me téléphoner lundi matin, c'est non. C'est veuillez rappeler un petit peu plus tard, la ligne est occupée, honnêtement, hein. Voilà. Parce que ça, si on gagne, ça va être cocasse. Ça va être cocasse. Donc, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va avoir des phases finales, j'espère, assez excitantes parce que finalement, à part le Pays de Galles, Fidji, on n'a pas eu de surprise dans cette Coupe du Monde. On n'a pas eu vraiment de coup d'éclat. Alors, ça va dans le sens du rugby, hein, des grosses nations qui dominent et surdominent les petites nations. Mais, enfin, les surnommées petites nations dans le contexte du rugby, hein. Mais c'est vrai qu'on a envie de vibrer. Et là, par contre, là, ça y est. Je veux dire, aujourd'hui, comment tu départages Irlande All Black, même si les Blacks sont peut-être. Enfin, je crois que c'est surtout l'Irlande qui est vraiment au-dessus du lot. Ça va être un match extraordinaire. Puis nous, ça va être énorme. Mais bon, bah, les Anglais, tu vois, déjà, si on se fracasse l'Afrique du Sud, derrière, t'as les Anglais, on connaît, hein. God save the Queen, the King, je sais pas quoi. Ils risquent de nous emmerder les roast beef. Voilà, on le dit, on est dans le rugby, on peut. C'est bien sûr l'amour avant tout, qui règne. Voilà, ça c'est le plus important, les amis. Donc voilà un petit peu sur l'aspect euh, rugby. Sur l'aspect rugby, ça c'est chouette. Ça fait plaisir. Cette Coupe du Monde là, qui nous met quand même un petit peu la banane, qui nous met la banane. Ça c'est quand même le plus important. Voilà. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Et Marcel Zorro qui dit oui, quand même, dans les autres surprises, les Australiens out, oui, effectivement. L'Australie qui se fait sortir de la Coupe du Monde, c'est peut-être, allez, allons-y, effectivement, la surprise de cette Coupe du Monde, même si on avait une Australie qui était faiblarde depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, qui a, avec les choix d'Eddie Jones, ce génie absolu, Eddie Jones qui va finir, à mon avis, à coacher Matar Blarpassé, parce que lui aussi, énorme pompe à vélo, il a coulé l'Angleterre, voilà, il a aidé à couler l'Angleterre, il a aidé à couler l'Australie. On avait fait un génie puisqu'il avait gagné un match avec le Japon. Immense pompe à vélo, et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc, Eddie Jones, voilà, on l'embrasse. Donc oui, l'Australie qui se fait sortir, peut-être la surprise. Oui et non, on va dire, parce que ils avaient un groupe où on savait que Pays de Galles, Fidji, il allait falloir un pays qui allait être sacrifié, un peu comme l'Écosse, hein. Je trouve l'Écosse qui se fait sortir. Ils n'ont pas démérité, ils ont fait une belle phase de poule, mais quand tu tombes avec l'Afrique du Sud et l'Irlande, de toute façon, il y a une tête qui doit tomber. Et je trouve quand même que l'Écosse a fait un bon match. Ils ont fait un bon match samedi. Ils ont fait un bon match, mais on a vraiment une Irlande qui est très très forte. Moi, j'ai peur de l'Irlande. Je vous le dis honnêtement. C'est fort, hein. Ils ont déroulé contre l'Écosse. C'est vraiment très très fort. Alors, ils doivent perdre contre l'Afrique du Sud si l'Afrique du Sud avait un buteur. Mais à ce moment-là, hein, parce que tu avais. Comment il s'appelait alors, qui s'est fait dégager, parce que Pollard est revenu, mais
Je sais plus comment il s'appelle. Libok, c'est ça, Libok, je crois. Ouais, alors il y a plus de saison, je suis d'accord, hein. Ils ont tapé dans le mur, aucune variété dans le jeu. Ouais, mais on l'a vu, ils avaient le ballon en main, ils avaient la possession par moment. Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, ils ont tapé dans le mur, quoi. C'est hallucinant. La ligne de défense irlandaise, les mecs ne jouent pas les rucks, ou quasiment pas. Ils ont une ligne de défense très haute et qui se déplace, qui bouge pas. Donc t'as des types qui tapent dedans bêtement et qui attendent que le mur se casse. Alors pour être aussi animal et bête, faut être d'Afrique du Sud, je veux dire, pour avoir la capacité de taper dans un mur pendant 80 minutes pour le casser. Ben, l'Afrique du Sud y arrive. Nous, j'ai peur qu'il manque un petit quelque chose. Surtout qu'on va se faire quand même mâcher. Enfin, dans l'hypothèse où on retrouve l'Irlande en finale, parce qu'on ne peut plus les retrouver avant maintenant, j'ai peur qu'on arrive un peu mâché parce que l'Afrique du Sud, on va y laisser des plumes, c'est sûr et certain. La demi-finale contre l'Angleterre, à la limite, je préférerais physiquement qu'on prenne les Anglais. Mais par contre, si tu joues Afrique du Sud, Fidji en demi, t'arrives en finale contre l'Irlande ou les Blacks, hein, qu'importe, hein, t'arrives mâché, hein, t'arrives éclaté. Et j'ai peur qu'on soit dans la même situation que l'Angleterre il y a 4 ans, qui fait une demi-finale énorme contre les All Blacks, qui bat les All Blacks, mais dans un duel physique incroyable, d'une violence rare, et qui arrive en finale, qui se fait désosser parce qu'ils étaient morts déjà, quoi. Mais c'est vrai que il peut y avoir de la surprise. Il peut y avoir les Anglais qui sortent d'on ne sait où pour aller loin. Les Blacks qui battent l'Irlande. On sait que l'Irlande n'a jamais passé les quarts de finale en Coupe du Monde de rugby dans toute l'histoire, hein. Donc, ils ont ce plafond de verre mental qui peut les emmerder. Non, non, je pense qu'on va se régaler, hein. Ce week-end, on va vraiment se régaler. Et ça, c'est le plus important. Les amis, voilà, je crois on est OK là-dessus. Sur le rugby, on en reparlera demain, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous le savez, le sujet est pas des plus fun. Mais bon, je suis pour rien. Moi, on me dit parler d'actualité, je parle d'actualité, hein. Ça, c'est cruel, hein. Donc, les amis, on va aller sur ce grand sujet du jour, vous vous en doutez, sujet terrible, sujet lourd, je vous préviens, c'est pas aujourd'hui qu'on va immensément se fendre la gueule, mais je tenais absolument à parler avec vous de la situation en Israël et en Palestine, en mettant bien sûr tous les avertissements nécessaires. Donc, je vous en parle, on va dire, comme un ami au bistrot, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne vous en parle pas pour rajouter du commentaire au commentaire. Mon avis ne vaut que peu, c'est un avis de citoyen qui essaie de se renseigner, qui essaie de s'intéresser au sujet, mais ça n'est pas un avis d'expert, ça n'est pas un avis d'historien, ça n'est pas un avis de spécialiste. Je le partage à ceux qui veulent l'entendre, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est un regard sur la forme. Voilà, je vous donne un petit peu tous les avertissements pour qu'on soit au clair, que voilà, vous puissiez savoir ce qui vous attend. C'est un regard sur la forme de ce qui se passe, et notamment, je me suis concentré sur les réactions par rapport à ce qui se passe, des réactions dans un monde où souvent tout n'est que réaction. On a en plus une situation de duplication. Alors, aucune guerre ne ressemble à une autre, mais on a eu l'Ukraine, on a aujourd'hui l'Israël avec ce qu'il s'est passé, et on a tout de suite un emballement politique, géopolitique et médiatique. Je voulais absolument, voilà, surtout commenter cela. Le fond, bien évidemment, je ne peux que vous renvoyer vers des historiens, des spécialistes, des experts. Euh, Autre chose, c'est que bien évidemment, et vous le savez, et c'est le plus important avant tout dans cette vidéo, on rend hommage à la mémoire des victimes avant tout, des victimes quelles qu'elles soient. Bien sûr, des Israéliens massacrés avec cette attaque terroriste, et aussi aux civils palestiniens du côté de la bande de Gaza, parce qu'on le sait, l'émotionnel, et à juste titre, est très présent dans ces situations-là, et c'est tout à fait à juste titre, mais on voit aujourd'hui des réactions de la part de ceux qui ont les manettes et qui justement cèdent à l'émotionnel. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais vraiment fonder mon commentaire, en prenant, voilà, avec 3 grandes parties, du côté de la politique française, du côté des médias et des contradictions dans les médias, et du côté géopolitique. Voilà un petit peu les grands pans, les amis, de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec ces avertissements-là. Je sais que le tempo est un peu rapide, que je vous fais ce commentaire-là sûrement trop tôt, mais comme je vous l'ai dit, ça n'est que le commentaire d'un bon copain, la discussion qu'on pourrait avoir au bar, et c'est une réaction tout à fait personnelle, tout à fait individuelle, tout à fait biaisée.
Donc, et puis de toute façon, on en arrive toujours au même enseignement que ces périodes-là, ces drames-là, doivent nous pousser bien sûr à l'émotion, mais une fois le temps de l'émotion passé, doivent nous pousser à chercher, à nous renseigner, à apprendre, surtout pour essayer de mieux comprendre les contextes de tout ce qui se passe, l'histoire, toutes ces idées-là. Donc voilà un petit peu tous ces avertissements, beaucoup d'avertissements parce que vous le savez comme moi, la situation est plus que complexe et les émotions sont à vif et à juste titre. Alors, dans la politique française, vous l'avez vu très vite, hein, suite à ce drame terrible, on le redit, on parle de près de 1000 morts aujourd'hui du côté israélien, des centaines du côté des civils palestiniens. On a un siège de Gaza qui est en cours actuellement en guise de représailles. L'armée de Tsahal a été très claire sur ça, qui parle de couper l'eau, l'électricité, les vivres. On a eu des réactions au plus haut niveau, jusqu'à Benjamin Netanyahou lui-même qui parle d'animaux humains pour qualifier les Palestiniens et plus spécifiquement les terroristes du Hamas. Voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, la première réaction que je voulais évoquer avec vous, je vous mets hein, sur l'internet. On a l'ONU qui a d'ores et déjà, enfin le haut commissaire aux droits de l'homme qui a d'ores et déjà réagi pour qualifier hein, ce siège de Gaza d'interdit par la loi internationale. Donc on voit en fait des réactions extrêmement fortes, extrêmement vives de la part de l'armée israélienne qui s'oppose au droit international. Et ces réactions-là sont extrêmement vives, sont extrêmement importantes en réaction au drame qui s'est passé. Du côté de la politique française, c'est le premier grand pan que je voulais aborder avec vous. Comme je vous l'ai dit, c'est un regard sur la forme, hein. Donc n'attendez pas de moi que je vous dise qui a raison, qui a tort. Ce serait absolument crétin. Et je pense que beaucoup trop de crétins le font déjà. Donc si je peux éviter pour une fois dans ma vie de ne pas passer pour un crétin, ça m'arrangera. On a eu Emmanuel Macron qui a réagi en direct d'Hambourg dans un premier temps et qui a dit ceci. Je vous mets la vidéo. Le droit d'Israël à se défendre est un droit, compte tenu en particulier de ce qu'ils ont subi. Notre souhait est ensuite que nous puissions tous ensemble œuvrer à une paix durable dans la région, laquelle supposera aussi des éléments politiques de la réponse et une approche plus complète et d'ensemble. Mais les choses viendront dans leur temps. Enfin, pour ce qui est de l'Iran, nous condamnons d'abord avec beaucoup de clarté tous les pays qui se sont félicités des horreurs perpétrées par le Hamas, ce qui est le cas de l'Iran. Et nous sommes en train de consolider avec nos partenaires les informations. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle, mais il est clair qu'à la fois les propos publics tenus par les autorités iraniennes sont inacceptables et ne correspondent pas ni à nos valeurs ni à nos intérêts. Et quand Voilà, donc le discours d'Emmanuel Macron, un discours de compassion bien sûr, qui justifie la réaction immédiate et militaire d'Israël et qui évoque le rôle de l'Iran sans avoir de preuves. Hein, on a pu le lire aussi dans le journal L'Opinion d'aujourd'hui du 10 octobre 2023, où on nous explique que même les services américains reconnaissent que pour l'instant, il n'y a pas de preuve tangible de l'implication de l'Iran dans ce plan. On a parlé d'un plan qui aurait été validé lundi dernier directement par l'Iran, en tout cas par des représentants du Hezbollah. C'est monté haut jusqu'à l'ayatollah Khomeini qui lui-même a dit qu'il n'y avait pas d'implication de l'Iran. Donc on a des intentions qui sont prêtées par le bloc occidental, qui sont rejetées par l'Iran à qui on prête ces intentions. On y reviendra sur ces réactions géopolitiques et médiatiques, on y reviendra. On voit bien sûr, et évidemment, le parallèle se fait rapidement avec ce qui s'est passé en Ukraine. On voit tout de suite un bloc occidental qui communique de manière unilatérale, imposant un discours avec lequel vous êtes pour ou contre. Et forcément, dans la vie politique française, cela a très vite biaisé tout le monde avec... Vous inquiétez pas, je vais parler de tous les partis. D'abord, la France insoumise qui a fait beaucoup réagir. C'est ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, un tweet publié rapidement après les faits. Je le cite, je le lis en intégralité. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Alors,
On a ce tweet-là, on a dans un premier temps des représentants de la France insoumise qui ont refusé de qualifier le Hamas de terroriste et ce qui s'est passé d'actes terroristes. On a eu un commentaire de Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas si c'est une volonté d'apaisement, mais qui a parlé de lapidation médiatique désormais permanente contre la France insoumise. Donc je suis quand même pas certain que le terme soit bien choisi. On a eu Mathilde Panot qui a ramé très fort aujourd'hui en conférence de presse à une question qui lui était posée concernant la qualification de groupe terroriste. Enfin, oui, bon, on va pas se lancer là-dessus. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Voilà, donc ça rame fort en conférence de presse, alors que pourtant, Mathilde Panot a lu aujourd'hui, a tenu un discours aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où on a une posture qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide dans les déclarations qui ont été faites, où c'est parti dans tous les sens. La communication LFI a été complètement explosée. On ne savait plus qui faisait quoi, qui disait quoi. Ça a donné une impression de grand n'importe quoi, alors que voici ce qu'a dit Mathilde Panot, c'était il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette Assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu. C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu, car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza, privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Voilà, donc un discours, alors pour vous donner ma première réaction par rapport à ça, un discours auquel je souscris sur ce point-là, l'appel au cessez-le-feu, l'appel immédiat à la paix. Donc je vous le dis, comme quoi voilà, on reste dans le juste milieu. À ceux qui pourraient penser que je tape en permanence sur la France insoumise, je souscris pleinement à ce discours, qui est un discours, comme Manuel Bompard l'a dit, dans la veine d'ailleurs du général de Gaulle, en tout cas sur ses positions par rapport à la question palestinienne. Et en l'occurrence, je trouve que, comme je le disais de toute façon dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie, la priorité reste le cessez-le-feu et reste la paix, avant toute chose. Ça peut sembler naïf, au regard bien sûr des émotions de ceux qui voudraient la vengeance et tout ça. Là encore, toutes les opinions peuvent s'entendre, toutes les réactions et toutes les émotions se comprennent. Mais en l'occurrence, sur la scène géopolitique, je pense que la priorité est celle-là, la priorité est la paix. On parle aujourd'hui de 2 millions de civils qui sont en état de siège. On ne connaît pas les retombées qu'il peut y avoir sur les civils du côté de la bande de Gaza. Donc, concernant ces positions-là de la France insoumise, j'y souscris absolument et je trouve qu'il est tout à fait regrettable qu'ils aient cherché à rester dans leur logique de com, c'est-à-dire à planter des petites formulations en sachant très bien que ça allait déclencher le débat, c'est-à-dire que ce refus de qualifier l'acte de terroriste, qui est complètement absurde, parce qu'à partir du moment où vous semez la terreur, c'est du terrorisme. Donc le terrorisme n'est pas un mot quand ce sont des musulmans qui tuent des gens, ça n'est pas vrai, donc ils auraient dû prendre, à mon avis, les partis de l'opposition à revers sur ce point-là, et aussi quand ils parlent de la branche armée du Hamas. Ça crée des discussions là où le discours de cessez-le-feu et de paix doit l'emporter sur tout le reste. Et je trouve ça dommage que LFI ait continué, comme les autres, j'y viens, à faire de la politique politicienne. Et ça m'embête profondément, alors que ce sont quasiment les seuls à évoquer l'importance prioritaire du cessez-le-feu et de la paix. Ceci dit, on est, et c'est ce qui est terrible, c'est la ligne rouge pour tous les partis de ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en France. On a un monde politique qui ne cesse jamais de faire de la politique. C'est-à-dire que quand le sang coule dans des quantités atroces, on a toujours des gens
qui viennent discuter sur des tournures, sur des mots, qui viennent se poser en éclaireur, qui courent dans les médias pour donner leur avis, pour prendre de la place. Et ça, malheureusement, je trouve ça tout à fait scandaleux. On assiste vraiment à un duel de politique qui est lamentable et dans lequel le Rassemblement national se distingue de manière sordide, serait peut-être un peu fort au mot du contexte, mais en tout cas de manière lamentable, le Rassemblement national qui clairement veut profiter de la brèche qui est laissée par la France insoumise pour se faufiler et faire du discours, euh, sur la situation. C'est l'opinion qui nous le dit aujourd'hui. Les députés RN ont tenté de renverser le stigmate d'un parti lié à l'antisémitisme par leur hyperactivisme sur Israël à l'Assemblée. Après avoir tenté sans succès d'obtenir la présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme, des cadres sont montés au créneau en mai contre la résolution associant Israël à un régime d'apartheid. L'an dernier, Louis Alliot a décoré les épouses Klarsfeld provoquant un tollé. Ça, c'est pour le passif. Et pour ce qui se passe aujourd'hui, on nous dit par exemple, un cadre du RN resté sous anonymat dit « L'occasion est immanquable face à la déroute des insoumis ». Donc là, on est dans la politique politicienne lamentable, vraiment lamentable. Je trouve ça assez dégueulasse, très franchement. Et donc, on a tout le monde qui cherche à se positionner là où la sobriété, le respect du deuil devrait l'emporter. Et donc, ça reste de la politique politicienne dans un contexte qui, à mon avis, ne s'y prête absolument pas. Donc, une absence totale de mesures dans la ligne politique. On comprend bien sûr les réactions. Je vois dans le chat, je surveille le chat, les amis, et je vous remercie d'être comme vous l'êtes là, c'est super. Je sais que je peux compter sur vous. On discute. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas du tout d'accord entre eux. Ça fait partie de ce sujet qui est vraiment compliqué, qui est sujet à beaucoup de passion et de tension. Donc voilà, dans le chat, on tient la barre, on est tous ensemble, ça c'est le plus important. Et donc, je comprends bien sûr, de par la gravité, de par l'importance de la situation, de par tout ça. Mais en revanche, on peut aussi, et c'est ce que j'essaie de faire avec cette vidéo-là, regarder sur la forme ce qui se dégage des débats que l'on a en France. Et on a aujourd'hui des débats avec une ligne qui s'impose, et on prendra l'avis tout à l'heure de Régis de Castelnau, une ligne qui s'impose où ceux qui, sans être contre, ceux qui changent un petit peu cette ligne, sont considérés comme des ennemis de la République, comme on a pu le lire par exemple aujourd'hui. Sauf que c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la Russie et de l'Ukraine, rappelez-vous. Et on le dénonçait sur Juste Milieu. Pourtant, bien sûr que un mort civil, je parle des morts civiles, je ne parle pas de ceux qui commettent les attentats, un mort civil est toujours un mort de trop. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Après, le problème, c'est ce que je voulais dire pour fermer cette parenthèse de la France insoumise. Le problème, à mon avis, de la France insoumise, c'est qu'ils se sont bloqués tout seuls dans leur positionnement politique et leur positionnement presque sociopolitique. C'est-à-dire que à vouloir embarquer avec eux les électeurs liés à la cause palestinienne, donc il y a plusieurs groupes d'électeurs bien sûr, mais notamment le vote des banlieues, le vote des gens issus de l'immigration. Ils se sont bloqués tout seuls parce qu'aujourd'hui, ils sont allés tellement loin. On voit les photos d'élus LFI en proximité d'activistes et compagnie de la cause pro-palestinienne, et de par aussi leurs décisions par le passé concernant le Hamas et tout ça, ils se sont bloqués tout seuls et aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire marche arrière. D'où leur surenchère, alors que pour moi, leur discours sur l'appel au cessez-le-feu et l'appel à la paix est complètement audible et devrait être celui qui a sa place et qui vient un petit peu contrebalancer le discours qu'on a actuellement. Et là, aujourd'hui, on a effectivement la France insoumise qui s'est bien trop posée en temps plus ou moins de paix, voilà, en temps de paix relatif, on va dire, qui s'est plus ou moins posée en France comme le camp pro-palestinien. Je caricature dans l'expression, on est d'accord que c'est plus fin que ça et plus mesuré que ça. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Donc, ils sont bloqués, ils se sont bloqués tout seuls avec leur positionnement sociopolitique. Et je crois que c'est aussi ça qui explique leur réaction virulente. Autant je salue le discours de Mathilde Panot aujourd'hui à l'Assemblée, autant je trouve que, par exemple, les tweets, le tweet de Louis Boyard a été lamentable. Malheureusement, ils se sont pris les pieds dans leur positionnement sociopolitique qui était bien plus tenable en période de paix relative qu'aujourd'hui où il y a une véritable guerre et ils n'arrivent pas à s'extirper intelligemment eux-mêmes du carcan qu'ils ont construit, et donc ils en viennent à avoir des positionnements que personne ne comprend. Et je vois Rimkus, avec qui on n'est pas tout le temps d'accord, mais dans le chat, qui le dit.
Pourquoi ils n'ont pas qualifié les actes de terrorisme dans la mesure où le terrorisme n'est pas l'apanage du terrorisme musulman et qu'on peut terroriser et qu'à partir du moment où vous tuez des gens, c'est du terrorisme. Ils se sont enfermés là-dedans et c'est vraiment dommage. Je trouve ça véritablement dommage. Donc voilà pour ce qu'il en est pour la politique française. On continue avec dans les médias ce qu'on a pu lire. Vous avez vu comme moi ce qu'il se passe. Le traitement qui a eu lieu, on en parle bien sûr beaucoup sur les TV, à la radio, dans les médias. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une contradiction apparente et qui est, voilà, je ne peux pas reprocher aux uns de faire la politique politicienne et moi dire ça aujourd'hui, mais je veux juste le pointer du doigt pendant quelques secondes. On verra parce que c'était le cas avant, hein, c'était le cas avant. Mais on a aujourd'hui l'Occident, donc comme je vous le disais, dans cette réaction sous forme presque de bélier pour imposer la réaction, pour l'imposer euh, assez frontalement. On a aujourd'hui l'Occident qui, dans sa grande majorité, qui s'est rangé derrière un gouvernement d'extrême droite. C'est quand même l'une des rares fois où vous avez les médias, les politiques. Si on prend l'exemple seul de la France, hein, vous avez les médias, la grande majorité des médias, la grande majorité des politiciens qui défilaient hier ensemble à Paris, qui se rangent derrière le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite. On y reviendra, un gouvernement hautement critiqué et avant tout en Israël. Donc c'est aussi intéressant de voir ça. C'est aussi un des visages de ce chantage à l'extrême droite, alors que vous avez une grande partie de l'Occident qui se range, et encore aujourd'hui plus que jamais, derrière un gouvernement d'extrême droite qui est celui de Benjamin Netanyahou. Et justement, le rôle de Netanyahou, il est à questionner. Vous avez par exemple, je salue, alors là encore, quelqu'un avec qui je ne suis pas tout le temps d'accord, mais c'était dans Libération d'aujourd'hui, du 10 octobre 2023 toujours, Thomas Legrand qui évoque, je cite, un jeu cynique pour favoriser le Hamas et affaiblir l'autorité palestinienne qui, certes, n'est pas l'image la plus éclatante de la démocratie, mais était la structure à favoriser dans un objectif de paix. Et aujourd'hui, ces éléments-là, il faut les dire. Il faut les dire parce que ça n'est pas pour dire a bien fait, ce qui serait complètement imbécile de dire ça. Ça n'est pas pour dire ah oui, mais ça n'a rien à voir, on s'en fout, ce qui serait aussi imbécile. C'est juste de mettre ces cartes-là sur la table comme des petites bougies qui vont peut-être nous aider à comprendre la situation. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans la même on est dans une situation analogue à celle du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, où vous avez vu un déferlement médiatique de gens qui avaient tout vu et tout compris, alors que les faits et les drames remontaient à quelques heures seulement, et que, si vous me permettez l'image, le sang n'était même pas sec, que des gens expliquaient déjà qui d'autre il fallait tuer. Donc on est dans ce niveau-là de sordide, et il ne faut pas oublier que tout ça ne démarre pas de rien. Cette guerre ne démarre pas d'une feuille blanche. Donc, il faut aussi regarder les contextes, accepter la complexité du réel, malgré le fait que si vous allumez LCI, vous avez des gens qui ont tout compris, qui vous expliquent exactement ce qui va se passer heure par heure et qui souvent se mettent le doigt dans le nez et vont se planter. Donc, c'est aussi ce que je voulais vous dire par rapport à cette situation-là. Bien sûr, ça n'enlève rien à la gravité des faits, bien sûr, ça ne justifie rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller chercher, il faut aller creuser, s'intéresser pour comprendre et donc excuser. Pas du tout. C'est juste pour comprendre, justement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des médias qui ont trouvé un nouveau sujet d'antenne. Donc là, on va avoir que ça, que ça, que ça. Donc, qu'est-ce qui peut se dire et quel était un petit peu le contexte, quel est un petit peu le contexte de tout ça. Et quand je vous parle donc du rôle de Netanyahou, on voit que ce rôle-là est hautement critiqué. Vous avez même, par exemple, du côté d'un journal israélien qui s'appelle Haaretz, alors pardon pour l'accent, sûrement pas bon, un journal de gauche qui publie cela. Le 10 octobre, un Netanyahou démissionné maintenant. L'attaque surprise du Hamas contre Israël est le pire échec de l'histoire du pays. C'est encore plus grave que l'échec de Yom Kippour. La surprise a été plus grande, le concept adopté plus stupide, la négligence plus terrible, le coup porté au moral pire, le chaos plus fou, le choc plus fort et le nombre de civils assassinés est le plus élevé jamais enregistré. Vous avez également le Courrier international qui, le 8 octobre, a relayé quelques articles sortis dans la presse israélienne qui évoquent la même chose, hein, c'est-à-dire le rôle qui est pointé du doigt, le rôle de Netanyahou. On peut lire par exemple sous la plume du journaliste Yossi Werther: l'humiliation emplit nos cœurs de fureur et nos yeux de larmes. C'est d'abord une tragédie personnelle pour ces centaines de familles vivant dans l'enveloppe de Gaza. Euh, Vous avez d'autres extraits. En conclusion notamment, hein, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice Yariv Levin, obsédés par la réforme judiciaire et dépendants de l'extrême droite qui a désorganisé nos institutions militaires, sont les seuls responsables de ce qui restera dans l'histoire comme la déroute de 2023. On sait, hein, par exemple, que par où sont entrés beaucoup de terroristes du Hamas du côté
de la bande de Gaza, on sait qu'il y avait une surveillance extrêmement limitée parce que beaucoup des forces militaires étaient du côté de la Cisjordanie, par exemple. On a beaucoup de choix politiques et militaires qui sont d'ores et déjà remis en cause par des médias en Israël. C'est un son de cloche qui n'est pas la vérité, qui n'est pas un complet mensonge, mais qui est important parce que typiquement, ça, nous ne l'entendons pas dans les médias français. Alors, effectivement, cette guerre nous touche encore plus de par la proximité, qu'elle soit confessionnelle ou géographique, mais de fait, il serait encore plus important que nous ayons ces bruits médiatiques-là en France, alors qu'on ne l'a pas du tout, et on voit juste en France une sorte d'unilatéralisme des idées, d'unilatéralisme idéologique qui est presque imposé. Vous voyez que les simples personnes qui émettent des avis pas nécessairement contradictoires, mais différents, se font tout de suite taper dessus, on l'a vu politiquement, et je crois que ça va arriver de plus en plus vite. Quand ça va être sur YouTube ou autre, quand nos fact-checkers, à mon avis, vont être de retour pour venir donner leur avis par rapport à tout ça. On a vu également, c'est une séquence que... mince, alors j'ai perdu le lien, pardon. On a vu cette alerte de l'Égypte. Hein. Faut que je vous retrouve l'article. Bougez pas. Des services secrets égyptiens qui avaient alerté le pouvoir israélien. C'est toujours Haaretz qui nous le dit sur la base d'une... Ah, attendez, j'ai perdu le lien. Bougez pas, je suis dessus. Faut que je vous le retrouve. Sur la base d'une brève d'Associated Press qui évoque le fait que les services secrets égyptiens avaient alerté une semaine avant les faits. Je crois que c'est une semaine. Je crois que c'est ça. Les autorités israéliennes en disant qu'il se préparait quelque chose d'important et que les autorités israéliennes, bien trop occupées sur d'autres fronts et sur d'autres logiques, n'avaient pas pris en compte cette alerte. Je vais juste vous le retrouver. Bougez pas, j'arrive. Regardez, je suis dessus. Tac, 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 tac. C'est là, voilà. C'est ça. Et je peux... Voilà. C'est ça. Les services secrets égyptiens qui avaient averti l'Israël que quelque chose de gros se préparait. Ça a été pour l'instant rejeté. Le pouvoir israélien a dit que ça n'était pas vrai. Mais on voit bien qu'on a en plus déjà ces bruits qui arrivent et qui viennent complexifier la situation, comme d'habitude, comme en Russie, en Ukraine, où le contexte, ces éléments d'information doivent être très importants et doivent être absolument pris en compte pour mesurer sérieusement la situation. Donc voilà un petit peu, les amis, sur l'aspect médiatique de ce qu'on a eu, ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, malheureusement, dans ces médias, on a aussi eu une meute médiatique de retour, avec des déclarations parfois sidérantes, parfois intrigantes, parfois très intéressantes. On a bien sûr Raphaël Enthoven qui était là pour nous expliquer ceci concernant Benjamin. Voilà ce que nous dit Raphaël Enthoven. Alors je prends toutes ces pincettes, mais vous le devinez aisément, mais il faudra revenir sur ça d'ici quelques mois. On l'espère que le conflit sera déjà terminé. Mais il faudra revenir sur ces comportements médiatiques, et notamment Raphaël Enthoven, qui aujourd'hui n'est plus à une contradiction près. Mais on a quelqu'un qui pointe du doigt en permanence la gravité d'une extrême droite au pouvoir et qui, quand c'est en Israël, vous explique que en fait, c'est le seul État démocratique du Moyen-Orient et que finalement, c'est pas si mal que ça. Donc, on a de la contradiction permanente, une fois de plus. Regardez par exemple ce que pouvait dire Le Monde, c'est-à-dire cette fameuse réforme de la justice en Israël. On parle d'un Netanyahou qui est aujourd'hui poursuivi pour des faits de corruption, des choses comme ça. Donc le contexte était grave, le contexte était sérieux. Voilà ce que disait Le Monde. En Israël, la Cour suprême examine la réforme de la justice controversée de Benjamin Netanyahou. Les magistrats pourraient censurer un texte qui bride leur pouvoir et que l'opposition dénonce depuis des mois comme un coup d'État. Donc on avait une situation qui était hautement problématique en Israël. Autre réaction que je voulais évoquer avec vous, toujours Raphaël Enthoven, qui nous explique que, de toute façon c'est lui qui le dit le mieux, je vous retrouve juste, voilà, ça commence là. Je fais de la destruction du Hamas une condition sine qua non de la paix. Donc de la destruction totale de cette organisation terroriste qui reprend le protocole des sages de Sion dans sa charte et dont la raison d'être est la destruction d'Israël. La destruction du Hamas est une condition de la paix. Donc toute opération militaire destinée à faire disparaître cette organisation terroriste me paraît en elle-même une action nécessaire et requise par la paix même. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ?
Ça, c'est une autre histoire. Je suis pas, c'est pas moi qui en décide. Voilà, donc, et Antoven, sur ce point-là, évite, bon, quand même, on le sait, les tractations qui peuvent avoir lieu entre Netanyahou, qui ont pu avoir lieu entre Netanyahou et le Hamas, ou en tout cas des soutiens, même de la part de pays proches d'Israël. On parle par exemple des États-Unis, de choses comme ça. Et là, Raphaël Antoven, bon, bah, dans un élan orwellien assez clair, nous explique que la guerre, c'est la paix. Et puis, on retrouve cet élément-là qui est assez sidérant, qui est le fait de mimer l'action. C'est-à-dire que vous notez que Raphaël, c'est peut-être un jeu sur les mots, mais vous notez que Raphaël Antoven dit je fais de la guerre contre le Hamas. Mais comment ça? C'est souvent la même chose, en fait. C'est souvent la même chose. On voit ce qui est d'ailleurs, entre géopolitique et philosophie, on pense bien évidemment à Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire du stylo à la Kalachnikov. Alors certes, ils ne tiendront que le stylo, mais ils sont prêts à faire la guerre. Ils sont prêts à faire la guerre. C'est peut-être plutôt ça d'ailleurs. Raphaël Antoven est prêt à faire la guerre. Donc c'est assez terrible, c'est assez terrible. En parlant de Bernard-Henri Lévy, lui aussi s'est exprimé, c'était sur LCI, et il nous a dit ceci. Attaque de longue durée, c'est un 11 septembre qui dure, qui s'étale dans le temps, depuis ce matin 6h30 et encore ce soir 14h plus tard. Comment avez-vous éprouvé, on va voir plusieurs de ces images chapitrer cette journée de chaos et de tragédie pour les Israéliens, peut-être ce qui était le plus marquant, c'est-à-dire l'entrée dans le sud d'Israël, dans des localités, parfois des villages de commandos, qui apparemment, sans rencontrer de résistance, ont commencé à tuer des gens, à les pourchasser, à les prendre en otage. J'ai été bouleversé par ces images. Honnêtement, depuis ce matin, je suis extrêmement ému par ces images de vieilles dames violentées, de femmes nues qu'on violente, qu'on martyrise, qu'on met dans une fourgonnette ou dans une voiture, par ces kibboutz envahis, par ces prises d'otages, par cette atmosphère de pogrom. Ce qui s'est passé ce matin, c'était une série de pogroms perpétrés par un mouvement, c'est pas une armée, c'est pas un conflit, par un mouvement néo-nazi, par des escadrons de la mort néo-nazis que sont les combattants du Hamas. Donc, là encore, cette déclaration, je voulais revenir avec vous là-dessus. Bien évidemment, je le redis, c'est très important parce qu'on a vite fait, voilà, peut-être qu'un fact-checker pourrait couper un extrait pour me faire dire ce que je ne dis pas. Bien sûr, la gravité des faits et de cet attentat terrible qui a coûté déjà la vie, on le sait, de plus de 1000 Israéliens. Et voilà, le sommet de la gravité. En revanche, voir Bernard-Henri Lévy, et d'ailleurs non, il n'y a pas de en revanche, point. Aussi, voir Bernard-Henri Lévy et dénoncer le Hamas comme un groupuscule néo-nazi, parler d'escadron de la mort, donc la référence avec la Seconde Guerre mondiale et notamment certains bataillons SS est assez claire, alors que ce même Bernard-Henri Lévy allait au contact de soldats ukrainiens, notamment du bataillon Azov, qui, eux, arborent volontairement des insignes, et notamment une insigne de la division Galicie, de la division SS Galicie. Donc là, on n'est pas sérieux. Là, sincèrement, c'est vraiment... on est dans le discours, certes. On est dans le discours, certes, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne comprends pas comment ce monsieur peut être pris au sérieux pour la mémoire même des Israéliens qui sont morts. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça que je suis en train de vous dire. C'est que, bien évidemment, que l'on pointe du doigt le comportement néo-nazi du Hamas. C'est un débat, pourquoi pas. Mais que l'on n'aille pas les soutenir quand ils se battent en Ukraine. Parce que vous avez des gens là-bas, pas tous les soldats ukrainiens, bien évidemment, mais ceux du bataillon Azov, qui sont ouvertement néo-nazis. Donc là, aujourd'hui, on arrive à un débat ridicule qui vient salir la mémoire des gens, où on explique qu'il y a le bon et le mauvais néo-nazi. Rappelez-vous, le Figaro, quand même. Le Figaro parlait du bataillon controversé, en parlant du bataillon Azov. Et aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy arrive et dit ça tranquillement alors qu'il allait prendre des photos là-bas. C'est assez sidérant, mais bon, bref. Il nous a habitués à ça, on aurait été étonné de l'inverse. Par contre, une réaction que je voulais vous diffuser en intégralité, c'est 1 minute 40, c'est celle de Régis de Castelnau, qui justement revient un petit peu sur tout ce qu'on se dit là, et je trouve qu'il l'explique très bien, comme quoi, voilà, quand je vous dis, il est important aussi de regarder ce qui se dit médiatiquement, c'est que tout rejeter en bloc serait une erreur, parce qu'on pourrait passer à côté de ce type de déclaration. C'est un coup de gueule.
Oui, coup de gueule, mais qui ne nous éloigne pas tant du sujet Moyen-Orient. C'est l'incapacité ou la difficulté de la société française à accepter le point de vue des autres. Darmanin dit je vais demander la dissolution des organisations dont je considère qu'elles ont appelé au terrorisme, appelé au djihadisme. C'est-à-dire que maintenant, dès que quelqu'un veut s'exprimer, a priori, on veut le faire taire. Hein, la dissolution de Civitas, c'est exactement ça. Là, je rappelle que les manifestations, vous avez posé la question au tout début, là, est-ce qu'il faut interdire les manifestations en faveur de la Palestine? Non, non pas pour des raisons de fond, mais parce que la liberté d'expression, la manifestation en est une des modalités, c'est un contrôle a posteriori par le juge, hein, dès lors qu'on a violé la loi. Et ça, c'est un principe depuis 1789. Excusez-moi, ça fait un petit moment. Deuxièmement, si vous voulez, l'ordre public, oui, si. Alors manifestations pro-Palestine qui peuvent se heurter à des manifestations pro-Israël, etc. Oui, là, on peut interdire, hein, mais empêcher les troubles à l'ordre public, mais qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je me balade beaucoup sur les réseaux, essentiellement sur X, ex-Twitter. C'est effrayant, les appels à la censure de part et d'autre, hein. Les appels à la censure, mais il n'y a plus que ça, quoi. Et ça... Voilà, je voulais revenir sur cet avis de Régis de Castelnau, d'ailleurs que je rêve de recevoir sur Juste Milieu. Ah, s'il le souhaite, la perche est tendue. C'est une expression, bien sûr. Donc voilà, je vous passe la séquence parce que bon, j'ai pas. Enfin bon, voilà. François Hollande, hein, qui était sur France Inter le 9 octobre, qui nous explique que le Hamas n'aurait jamais pu faire cette opération sans le soutien de l'Iran. François Hollande, président quand même. Lors du Bataclan, lors des attentats du Bataclan, qui vous explique qu'il avait tout vu, bien évidemment. Celui qui n'avait rien vu, qui voyait tout. Bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Maintenant, le troisième grand bloc de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, l'aspect géopolitique, bien évidemment. L'aspect géopolitique, là encore, de la situation, de ce qui s'est passé. Vous avez aujourd'hui une mise en lumière, une énième mise en lumière, si cela était encore nécessaire, de la désunion complète qui règne au sein de l'Union européenne. Je vous disais tout à l'heure, hein, d'une sorte de réaction, je n'arrive même pas à trouver le bon terme, une réaction obligatoire presque. On a l'impression du côté de l'Occident, du côté des médias occidentaux, du côté des politiques aussi occidentaux, une réaction immédiate, unilatérale. L'Union européenne qui très vite a annoncé qu'ils allaient couper les aides à la Palestine. On parle quand même de, je crois que c'était 600 ou 700 millions, 691 millions d'euros, c'est ça. Et on apprenait, hein, je vous lis, ça c'est la lettre d'information Politico qui l'a dit aujourd'hui, quelques heures plus tard, alors que cette décision suscitait de vives inquiétudes en interne, l'UE a dû faire machine arrière. La Commission ne suspendra pas les paiements dus, a notifié le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, car punir tout le peuple palestinien aurait nui aux intérêts de l'UE dans la région et n'aurait fait qu'enhardir davantage les terroristes. Parce que très vite, en fait, hein, cette décision de couper les aides a été rejetée par notamment l'Irlande, le Danemark, l'Espagne. Plusieurs pays de l'Union européenne ont rejeté cela, bien évidemment. Et donc, c'est dire en fait à quel point c'est un exemple, certes symbolique, mais qui montre à quel point les réactions ont été prises avec une vivacité folle et peut-être même un manque de recul eu égard à la gravité de la situation. Donc, on voit sur le plan géopolitique l'Union européenne foutue. Mais ça, on l'avait déjà vu. Rappelez-vous les masques au début de la crise du Covid, avec des échanges, des reventes, ou des cargaisons piquées sur les tarmacs des aéroports, enfin complètement zinzin. Bref. On a également, et ça c'est, là je laisse libre à chacun si vous voulez de trouver l'interprétation, de trouver la raison. Je vous donne les informations, voilà où j'en suis et mon petit avis par rapport à ça. Après, je ne veux pas m'engager dans des interprétations que je ne pourrais pas sourcer et défendre. On a effectivement une guerre qui se déclenche à un moment opportun, une fois de plus pour les États-Unis. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui est gravissime, bien évidemment, mais sur le plan géopolitique, il faut comprendre que c'est encore un mouvement de plaque tectonique. L'Ukraine avait déjà fait bouger beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on peut avoir encore un mouvement de plaque tectonique avec potentiellement le rôle de l'Iran et du Hezbollah. Vous le savez,
on a dans ce discours occidental qui s'est très vite imposé de partout, interdisant à ceux qui souhaitaient, enfin interdisant, tentant d'interdire, tentant de rejeter les explications contraires ou différentes, on a le rôle de l'Iran. L'Iran qui va entrer dans les 6 nouveaux pays qui vont rejoindre les BRICS l'année prochaine, en compagnie notamment de l'Arabie Saoudite. L'Iran, à qui qu'on a accusé très vite en fait d'avoir validé le plan du Hamas, le plan d'attaque d'Israël du Hamas. Donc très vite, l'Iran a été nommé. On a vu des réactions politiques du côté de l'Iran qui rejettent ces accusations-là. Mais on a du coup un potentiel démantèlement en vue des BRICS. C'est-à-dire que cela peut créer d'importantes tensions. L'Arabie Saoudite, par exemple, a déjà annoncé qu'elle gelait certaines relations géopolitiques. Vous avez l'Égypte qui n'est pas dans les BRICS, mais vous avez l'Égypte qui a fermé le dernier poste frontière qui donne sur la bande de Gaza. On a vraiment, là encore, des plaques tectoniques qui bougent extrêmement vite du côté de la géopolitique. Donc ce rôle de l'Iran est central, il est guetté par tout le monde aujourd'hui pour voir comment va se comporter l'Iran, parce qu'il peut y avoir du coup un soutien de l'Iran à la Palestine, ce qui peut tout de suite mettre le feu aux poudres et du coup entraîner potentiellement une réaction américaine. On sait que par exemple les Américains ont envoyé leur plus gros porte-avions en mer Méditerranée, donc on a une présence américaine qui se renforce, qui s'assume, même si pour l'instant l'état-major et le pouvoir américain dit qu'ils n'enverront pas de soldats sur le sol. On peut avoir un conflit comme en Ukraine où ils vont armer largement Israël, ce qui est déjà le cas, mais encore plus. On parle de 6 milliards d'armement par an, ce qui est assez colossal. Si je ne vous dis pas de bêtises, je veux juste vérifier cela. Je prends tellement des pincettes que je doute de moi-même. Tu vois, il y a des trucs que je doute complètement. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Je vous montre, c'est TV5 Monde. Je préfère être rigoureux à l'extrême, les amis, comme ça c'est clair. Biden promet à Israël un soutien inébranlable, une aide militaire est en discussion. Voilà, on parle d'une aide de 6 milliards. Je vais vous la trouver ici, voilà. Contre un récent échange président qui avait conduit au transfert de fonds iraniens gelés d'un montant de 6 milliards de dollars, c'est encore autre chose. Non, ça c'est encore autre chose. Il y a pas de montant exact qui a été dit pour l'instant par les États-Unis, mais ces 6 milliards, je les ai bien vus, mais c'est pas par rapport à ça. Mais on va avoir en tout cas un bon montant. Donc on voit ça avec les États-Unis une fois de plus qui sont au centre de la situation, de par, on le sait, leur relation de proximité avec Israël depuis plusieurs dizaines d'années, et tout cela dans un contexte où, comme je vous le disais, où les BRICS ont eu un essor assez fou ces dernières années, leur rôle géopolitique dans certains conflits, leur rôle bien sûr par rapport à la guerre en Ukraine. Vous avez beaucoup de pays des BRICS qui ont refusé la volonté d'imposer un discours et d'imposer un comportement aux autres pays, notamment occidentaux. On a des BRICS qui se sont détachés de tout ça. Le dernier sommet des BRICS qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est l'Inde qui a vraiment mené la danse et pas d'autres pays. On a donc cette logique en fait de petit à petit de fin de l'hégémonie américaine et notamment petit à petit un engagement vers la dédollarisation du monde, c'est-à-dire de ne plus considérer le dollar comme la monnaie reine. Et cette guerre aujourd'hui en Israël et en Palestine, qui pourrait peut-être déborder et secouer très grandement le Moyen-Orient, pourrait potentiellement profiter aux États-Unis. Donc, bien sûr, vous vous doutez que déjà les États-Unis en profitent, si j'ose dire. Vous allez voir ce que je veux dire par là. C'est qu'on a eu les cours de bourse des grands fabricants d'armes qui sont déjà en hausse. Je vous mets les courbes, regardez. Ça a été publié sur Twitter par ce compte. Je fais la pub parce qu'il faut saluer le travail de ceux qui le font. Regardez les courbes de bourse dont les fabricants d'armes, Northrop Grumman Corp, Lockheed Martin, General Dynamics et RTX Corp, qui sont essentiellement des entreprises américaines. Donc on voit, voilà, regardez, le 9 octobre, les cours de bourse, alors ce qui est terrible, ce qui est sordide bien évidemment, ce qui fait penser d'ailleurs au livre d'Éric Vuillard, L'ordre du jour, que je trouve tout à fait formidable, c'est comment et qui peut profiter de la guerre, peut-être même avant même qu'elle commence. Donc vous voyez les cours de bourse qui ont véritablement explosé. Donc là encore, on sait que les Américains, en tout cas l'industrie américaine, retire d'ores et déjà des billes de ce qui se passe aujourd'hui là. Qu'on soit très clair, si un Rudy Reichstadt est par là, je ne suis pas en train de dire que cette guerre a été déclenchée pour les intérêts américains.
soit bien d'accord, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est même pas ce que je sous-entends. C'est juste que quand il y a une guerre, les fabricants d'armes sont contents. Comme quand il y a une pandémie, les fabricants de médicaments sont contents. De médicaments ou de vaccins. Donc ça s'appelle l'industrie. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand les gens ont voulu acheter des voitures, bah, les industries qui fabriquent des voitures, ils étaient contents. Donc voilà. Et on sait le complexe militaro-industriel américain, si vous voulez, est rarement du mauvais côté du manche. Mais ça, c'est un autre débat qui mériterait justement, et c'est là où je vous renvoie aux spécialistes, et à creuser ces questions-là. Et soyez exigeants envers vous-même pour justement creuser tout ça. Donc voilà un petit peu les amis. Et dernier élément qu'on a vu aujourd'hui, je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus parce que c'est sorti il y a moins d'une heure, hein, enfin un tout petit peu plus d'une heure. Le président ukrainien Zelensky a fait part de sa crainte que l'attention du monde se détourne de l'Ukraine après les attaques du Hamas en Israël et la riposte israélienne. Voilà. Donc, sans commentaire. Sans commentaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les copains, on voit bien qu'on a une succession assez folle d'événements. On a un monde qui bouge. On a un monde qui bouge peut-être plus que ce qu'on a pu voir ces dernières décennies. L'Ukraine a fait oublier le Covid, comme le dit Zelensky. L'Israël est en train de faire oublier l'Ukraine. En tout cas, on vit dans un monde où l'histoire s'écrit. Je crois sincèrement, là encore, vous connaissez la maison, je ne vais pas créer des peurs inutiles et voilà, mettre de l'huile sur le feu, mais je crois qu'on est vraiment dans un drôle de monde. Et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, les amis, pour finir cette séquence-là, voilà, je vous ai partagé, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je voulais vous partager ça comme un bon copain au bistrot, ce qu'on aurait pu se dire autour d'une bière. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, allez lire des livres, allez regarder des vidéos sérieuses de spécialistes, d'historiens, d'experts de la question. Creusez par vous-même les copains parce que il faut être prudent. Quand le monde va trop vite comme ça, reposons-nous sur ce que l'on peut savoir, sur ce que l'on peut deviner. Arrêtons de regarder des BFM TV, enfin arrêtons de ne regarder que des BFM TV qui vous expliquent ce qui va se passer dans 6 mois. Ouvrons des livres d'histoire pour savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et c'est peut-être ça qui va nous permettre de mieux comprendre ce monde qui bouge extrêmement vite et de ne pas nous faire duper par des gens comme certains personnages qu'on a vus qui arrivent et qui vous appellent à la guerre, comme ça, qui appellent à la guerre en permanence. Je le redis, la première priorité, bien sûr, c'est la paix, la protection du maximum de civils, de tous bords. C'était le cas des Ukrainiens, c'était le cas des Russes, c'est le cas des Israéliens, c'est le cas des Palestiniens. Cet appel à la paix qui est la priorité. Et toujours, voilà, de garder vos neurones en éveil, les amis. Bien sûr que les émotions sont là, elles sont vives parce que ce qui se passe est terrible. Mais gardez vos neurones en éveil. Quand vous pensez avoir tout compris, c'est que vous n'avez rien compris. Voilà, c'est peut-être le petit... Pour finir, sur ce petit adage, les copains, c'était pas l'émission la plus fun du monde, mais parce que voilà, on a déjà cette chance de pouvoir faire ça. Donc, on le redit, voilà, émission dédiée en hommage aux victimes, à toutes les victimes de ce début de conflit qui, on l'espère, va très vite se régler, que très vite une solution va être trouvée. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne émission. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, les amis. N'hésitez pas à dire dans le chat, à dire en commentaire, à dire par mail. Je vous redonne mon adresse mail. Je serais ravi d'avoir vos commentaires, les copains. Vous savez que j'aime beaucoup. J'essaie de répondre au mieux. Je réponds peut-être pas à tout le monde, mais je lis tout ce que vous m'envoyez. C'est très important pour moi d'avoir vos retours, vos éléments, vos réflexions pour voir, voilà, pour qu'il y ait de la vivacité un petit peu dans tout ça, les copains. Donc, n'hésitez pas à m'écrire mon adresse mail. Je viens de la mettre dans le chat. Les copains, voilà, on est au bout de cette émission. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, toujours plus nombreux, les copains. Vous êtes au top du top. On se retrouve à 18h. Nouvelle vidéo. Tiens, bah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. 18h, nouvelle vidéo sur le secret défense en France. L'arme nucléaire de Macron, ça risque de vous plaire. 18h sur YouTube. Et puis demain, c'est Farce Tranquille et Juste Bistrot. Demain, c'est double ration de juste milieu. Voilà les copains, on garde la banane, c'est le plus important, n'oubliez jamais ça. On garde la banane et on garde les neurones ouverts. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain les copains.